À Panem 360, je suis aujourd'hui avec Mathieu Lucier, bassoniste, chef d'orchestre et directeur musical d'Arion Orchestre Baroque, également professeur à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Mathieu Lucier, il sera à la barre du premier concert qui ouvrira le 31 janvier, la quatrième édition du Festival classique hivernal de l'Orchestre symphonique de Laval. Un concert où l'OSL se mettra en mode musique baroque avec un programme qui va mettre de l'avant des compositeurs et des œuvres du 18e siècle, un programme avec des noms connus comme Vivaldi ou Albinoni, mais également un peu moins connus comme Hasse et Quantz. Nous allons en parler avec lui. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexandre. Alors, justement, parle-nous un peu des œuvres qui seront au programme et d'où est venue cette idée de faire passer un orchestre classique en mode baroque, si on veut. Est-ce que ça s'est un peu imposé de soi-même par votre passion dévorante et très connue pour la musique de cette époque? J'aimerais m'attribuer le mérite de l'initiative, mais non, en fait, c'est une invitation de l'Orchestre de Laval. Je pense qu'ils ont eu envie de, de que peut-être de varier en fait la programmation de leur festival hivernal. Euh, c'est aussi en faisant peut-être une incursion dans le monde de la musique baroque pour un orchestre comme l'OSL. C'est une façon aussi de mettre certains de leurs musiciens et musiciennes en vedette dans des concertos. Ce qui est beau avec la musique baroque, c'est qu'un concerto, en général, ça dure 9 minutes et non pas 25-30 minutes. Donc, dans un concert comme celui-là, en fait, la commande venait avec peux-tu nous proposer un programme baroque, mais on a trois de nos musiciens et musiciennes qui vont être solistes dans des concertos spécifiques. Donc, Jean-Philippe Tanguay va jouer le concerto pour flûte en sol majeur de Quantz, Lindsay Roberts, leur oboïste, va jouer un concerto d'Albinoni, et Michel Betté, leur basson solo depuis plusieurs années, va jouer un des très beaux et très nombreux concertos que Vivaldi a écrit pour le basson. Après ça, on m'a demandé de proposer un programme autour de ça. Et donc, déjà avec Vivaldi Albinoni, bon, on centrait ça un peu autour de l'Italie. Avec Quantz, on allait du côté de l'Allemagne. Et donc, ça invitait, je pense, un genre de petit tour du monde, ou un tour d'Europe, du moins, de ce qu'était la musique baroque au 18e siècle. Donc, le reste du programme, avec des œuvres, vous l'avez dit, de Hasse, de Handel, vient juste comme enrober l'Italie avec ce qui se passait aussi en Allemagne, principalement là, à la même période. Et ça, ben, vous l'avez mentionné, il faut le dire, le répertoire baroque pour un orchestre, bon, qu'on peut dire classique, là, c'est parce que d'ordinaire, ça fait appel à des effectifs qui sont plus réduits d'habitude, qui Mhm. sont pas accordés non plus sur le même tempérament ou sur le même diapason. On est d'habitude plus proche du 440, 442, alors que l'orchestre baroque, c'est en 400, 415 Ouais, ouais. traditionnellement. Donc, est-ce que pour vous, dans l'approche que vous avez avec un grand orchestre comme ça, parce que c'est pas la première fois que vous dirigez un orchestre un peu plus conséquent, on va dire, est-ce que ça change la manière dont vous abordez le travail avec les musiciens pour le répertoire? Et sur comment vous les amenez à jouer finalement aussi? En fait, ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, on associe la musique baroque avec des petits effectifs. Hmm? C'est intéressant de voir, on a beaucoup de documents qui nous montrent que plusieurs de ces compositeurs-là avaient souvent accès à des orchestres assez gros. Les compositeurs baroques et classiques, de nos jours, on se dit une symphonie de Mozart ou d'Haydn, on fait ça avec 5 ou 6 premiers violons, une contrebasse, tout ça. On sait qu'Haydn, à Paris, a créé ses symphonies parisiennes avec des orchestres gigantesques de 85 musiciens. Et donc, même du côté de la musique baroque, c'est arrivé qu'un Handel, un Vivaldi, Albinoni avaient accès à des gros orchestres. Donc, la taille de l'orchestre, c'est une chose, c'est moins habituel de nos jours. Et en fait, le défi, c'est de rendre un orchestre moderne aussi agile qu'un petit ensemble baroque dans un répertoire qu'on, maintenant, la plupart des mélomanes ont des références musicales en lien à cette musique-là avec des plus petits ensembles. Euh, la façon d'aborder ce travail-là, en fait, elle est intéressante parce que pour moi, en fait, d'une certaine façon, je la sors de la dynamique de instruments modernes versus instruments baroques. D'abord, moi, je joue des deux instruments. Je suis bassoniste, je joue du basson moderne et du basson baroque, mais j'aime beaucoup cette image, en fait, que Claire Guimond, la fondatrice d'Arion, disait toujours, elle dit, la musique baroque, avant d'être un instrument ou un autre, c'est d'abord avant tout un langage. Donc, c'est une façon de parler la musique. Et à partir du moment où ça devient un langage, ben, en fait, justement, l'instrument qu'on a le facilite ou
tranchant un petit peu plus difficile, mais ça se fait avec un instrument ou avec l'autre. Donc, le travail que je vais proposer aux musiciens et musiciennes, c'est dans ce sens-là. C'est de dire, on a un répertoire que euh, à l'orchestre, vous ne faites pas souvent. Donc, quelques concepts qui sont finalement des concepts d'abord et avant tout plus d'articulation. Temps fort, temps faible, vraiment différencié. Ce que veut dire une liaison. Donc, alléger un petit peu les liaisons en fonction de la façon dont on sait que les liaisons étaient exécutées et dont les archets baroques, dont l'orchestre ne sera pas pourvu, pouvaient faire les liaisons. Donc, et puis aussi, juste un rapport au son en général, juste de laisser un petit peu aller les sons. On ne va pas parler nécessairement d'essayer de transformer des musiciens modernes en musiciens baroques. D'abord, on n'a pas le temps, et même si on avait le temps, je pense que ça serait contre-productif, parce que d'abord et avant tout, c'est une musique, la musique baroque, c'est une musique de l'instant, c'est une musique du contraste, c'est une musique d'émotion. Et ça, ben, en fait, avec des instruments modernes, parfois, on a encore plus de, d'éventail au niveau de la dynamique. On est capable de faire des forts très, très, très forts, aussi des doux très, très, très doux. Donc, jouer sur ces contrastes-là, sur une façon d'approcher cette musique-là en général. Puis, en fait, comme vous l'avez dit, c'est pas la première fois que je le fais. Et il y a toujours pour moi un plaisir à faire rencontrer ces deux univers-là, puis à trouver des images qui éveillent le plaisir de cette musique-là, qui vient des fois un petit peu provoquer des idées reçues dans le monde un peu plus symphonique moderne qu'on a de cette musique-là. Moi, en tout cas, c'est un projet, ça fait plusieurs mois que je le vois arriver dans le rétroviseur, puis là, on y est presque, puis je me réjouis à l'idée de ce projet-là la semaine Aussi, prochaine. effectivement, avec cette rencontre des deux mondes et ces univers de contraste qui vont se travailler ensemble, ça fait partie des éléments que le public va être amené à noter quand ils vont entendre ce répertoire-là. J'imagine d'être à même de constater comment l'orchestre travaille différemment avec lui-même au niveau du son, mais aussi avec les instrumentistes solistes. Quels autres éléments importants le public pourra être amené à noter au niveau du répertoire orchestral et au niveau baroque? Parce qu'il faut le dire aussi, la musique baroque peut être associée un peu aussi à une musique assez nichée ou à un truc assez de cercle fermé au niveau de on peut pas l'apprécier si on ne comprend pas tous les codes justement que vous mentionnez au niveau des affects, de la rhétorique. Donc, qu'est-ce qui la rend, qu'est-ce qui peut la rendre aussi accessible aussi pour un public de mélomanes plus diversifié? Ben, je pense qu'à l'exception de certaines œuvres très, très, un petit peu plus académiques d'une certaine Mhm. façon, à partir du moment où on n'est pas en train de faire l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach ou des messes très, très contrapuntiques de Bach, en fait, c'est au contraire une musique très accessible. La musique de Vivaldi, c'est une musique qui est efficace, qui est basée sur des progressions d'accords simples. Moi, j'aime toujours à dire que le précurseur, bon, le successeur de Vivaldi, c'est Philippe Glass, avec les petites formules, une espèce de minimalisme dans la musique de Vivaldi, des formules efficaces, répétées. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une musique qui est conçue pour l'instant. C'est une musique qui était conçue pour être montée rapidement de ce qu'on sait. C'est pas une musique qui nécessitait des semaines et des semaines de répétition, du moins, en tout cas, pas les concertos, puis les petites œuvres, les œuvres orchestrales. C'est une musique qui vise l'efficacité aussi. Donc, effectivement, si on parle de rhétorique, on parle d'affect, on se met à faire peur au public. Mais les affects, en fait, c'est les émotions. Alors, euh, si au lieu de parler d'affect, en fait, le public perçoit que telle ouverture de Vivaldi, c'est un échange entre quelque chose d'extrêmement exubérant, puis d'extrêmement triste, puis qu'on passe de l'un à l'autre comme un genre de clair-obscur, ben ça parle encore de nos jours. Puis il y a énormément de musique pop, énormément de musique rock qui sont basées aujourd'hui sur des progressions harmoniques, en fait, qui sont celles des compositeurs du 18e siècle. Donc, c'est vraiment il y a un préjugé, effectivement, que ça peut être une musique nichée, une musique un peu inaccessible. Moi, quand je dirige un programme, je l'anime aussi. J'ai plaisir à le faire aussi pour tout de suite détendre l'atmosphère, pour peut-être mettre en scène, pas pour communiquer des informations musicologiques, mais vraiment juste pour peut-être aplanir certains a priori que les gens peuvent avoir en disant, ah, je suis pas sûr que c'est pour moi. Je veux dire, il y a les gens qui ont ces a priori-là
connaissent aussi souvent les quatre saisons de Vivaldi, puis ils se disent, ah, ça, j'aime ça. Hmm. Alors, il faut juste comme réconcilier ces deux positions-là. Puis le programme est assez varié, justement, pour que, comme vous le dites, on entende un langage similaire, mais poussé un petit peu dans une veine très expressionniste chez Quantz, là, qui préfigure tout ce que Carl-Philippe Emmanuel Bach va faire pour pousser la sensibilité à outrance, rester du côté d'un Vivaldi qui fonctionne justement avec des jeux d'ombre et de lumière. Albinoni aussi, qui, une espèce de. Et Lindsay va jouer un des plus beaux concertos pour hautbois avec une espèce de mouvement-là, là, qui est juste un enchaînement d'accords qui fait du bien, tout simplement. On va jouer quelques mouvements du concerto opus 6 numéro 5 de Handel, musique qui ouvre notamment le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand. Donc, il y a vraiment plein de liens qui font que cette musique-là, bien qu'elle ait été écrite il y a 2 ou 3 siècles, reste proche de nous. Oui, absolument. Et bon, le programme, il va mettre de l'avant, vous l'avez mentionné en début, de trois pièces avec solistes. Bon, Jean-Philippe Tanguay à la flûte, Michel Betté au basson et Lindsay Robert au concerto pour au bois. Ce sont tous les trois des instruments avant qui avaient qui ont des ancêtres baroques, qui sont très très précis, qui existaient à l'époque baroque, mais qui se sont modernisés de façon assez considérable au niveau de la technique dans les années qui ont suivi. Quels sont ces nouveaux apports techniques que les instruments ont eus et comment cela a-t-il influencé la façon dont ils étaient joués et est-ce, comment les instrumentistes eux-mêmes, qui ne sont peut-être pas nécessairement, je sais pas, mais formés ou rompus à l'exercice baroque de leur propre instrument, comment ça change la façon dont ils peuvent être amenés à l'interpréter et comment vous allez les guider là-dedans? Ben, en fait, c'est super intéressant comme question parce que une des choses qui était valorisée, qui est disparue dans la musique du 18e siècle, c'était l'hétérogénéité des sons et des timbres. D'accord. Donc, on ne cherchait pas une homogénéité dans les timbres, selon que pour les instruments avant, on jouait des notes qui étaient simplement les notes de la colonne d'air ou des dièses ou des bémols qui se faisaient au moyen de doigtés de fourche. Ben, on pouvait passer d'une note très ouverte, très, très résonante, à quelque chose d'assez fermé, de couvert, d'ombragé. Et donc, selon les différentes tonalités que les compositeurs choisissaient, ils étaient bien au courant que ça allait donner une sonorité plus brillante à l'instrument soliste et à l'orchestre, ou au contraire, quelque chose de plus couvert. Toutes les modernisations qui ont été faites sur tous les instruments de la famille des bois ont visé à égaliser ça, donc à aplanir ces différences-là, qu'il n'y ait plus de son ouvert et de son couvert, qu'on ait, que ce soit un do, un mi bémol, un sol dièse, un la dièse, qu'on ait la même puissance de son, la même justesse égale. Et l'exemple, en fait, le plus intéressant dans ce programme-là vient du concerto pour basson de Vivaldi en mi mineur, parce que ce concerto-là est écrit un peu plus grave que d'autres concertos de Vivaldi, et sur des notes qui ne sont pas des notes fortes au basson baroque. Donc, quand on joue ce concerto-là sur le basson baroque, en fait, c'est pas très sonore, c'est pas très agile non plus, mais ça donne justement un caractère un petit peu plus voilé à cette musique-là. Quand on arrive sur le basson moderne, en fait, tout a été fait pour qu'on puisse le jouer. Alors, on passe sans problème par-dessus l'orchestre et malgré la tessiture plus grave, malgré cette tonalité-là qui est moins facile au basson, il y a plus ces enjeux-là. Et c'est similaire pour la flûte et pour le hautbois. Donc, en fait, quand on arrive avec les instruments modernes, dans ce temps-là, ça ne sert à rien d'essayer de reproduire quelque chose qui a été comme, en fait, complètement éradiqué par la construction des instruments. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est simplement de rappeler au soliste comme à l'orchestre l'affect de base, donc justement l'émotion de base que si on joue un concerto en mi mineur, on n'est pas dans un climat victorieux, on n'est pas dans un climat plein de fier et féroce, on est dans quelque chose peut-être d'un petit peu plus introspectif, un peu plus sombre, ce genre de choses-là. Mais en même temps, je vous dirais que jouant des deux, on ne boudera pas notre plaisir d'avoir accès aux instruments modernes parce que, je veux dire, c'est un plaisir particulier, de, ce plaisir des sons couverts, des sons ouverts sur les instruments anciens. Il y a des gens comme moi et comme bien d'autres
dédié leur carrière à mettre ça de l'avant, à faire comme redécouvrir cette beauté-là. Mais ça sert à rien non plus d'essayer de la recréer artificiellement. On peut tous être conscients que le vieux français, c'est charmant, mais en même temps, je ne vais pas me mettre à parler en français du 18e siècle si c'est complètement déconnecté de ma réalité ou demander à personne d'essayer de parler en français du 18e siècle. Mais donc, c'est vraiment simplement ça. C'est des fois, à mon avis, c'est de prendre conscience d'où on arrive avec cette musique-là, d'être conscient des nouveaux moyens techniques qui nous sont offerts, puis après ça, de voir, de juger et le niveau d'expérimentation, d'abord, qu'on est prêt à faire, ou surtout des fois, c'est bien pragmatique, mais qu'on a le temps ou pas de faire par rapport à ça. Oui. Donc, c'est vraiment pas une quête de l'authenticité à tout prix, mais c'est vraiment de faire vivre la musique pour le plaisir et dans une quête de médiation un peu, puis de communication de ces émotions-là, puis de la beauté du répertoire, et non pas de vouloir le créer d'une façon, genre, on l'apprécie plus parce qu'il va être interprété de telle façon. C'est vraiment, c'est le Non, contraire. mais un des concepts principaux du 18e siècle, qui était, d'après ce que je connais, euh, une des plus hautes préoccupations de ces musiciens et musiciennes-là, c'était l'éloquence. Il fallait que la Mm. musique soit éloquente, qu'elle dise quelque chose, qu'elle parle. Donc, pour être éloquent, il faut être donc convaincant. Il faut utiliser aussi des énergies puis des façons de faire qui correspondent à l'orchestre qu'on a et au public qu'on a. Il y a aussi un changement au fil de ma carrière. Moi, j'ai réalisé récemment que ça fait exactement 30 ans cette année que je joue du basson baroque. Euh, euh, on appelle le mouvement d'interprétation sur les instruments d'époque, en anglais, le HIP, qui était le Historically Informed Practice, donc la pratique historiquement informée. De plus en plus, cet acronyme-là, en fait, est utilisé en changeant le I du HIP pour Historically Inspired Practice, donc inspiré des pratiques historiques. Parce qu'on sait que finalement, on prend toutes sortes de libertés, on va chercher l'information, mais on en fait aussi, peut-être de nos jours aussi, un genre de sommaire. On fait chacun, pour toutes sortes de raisons, certains compromis aussi, parce qu'il y a des attentes, parce qu'il y a des salles plus grandes. La salle André Mathieu, c'est une salle qui est beaucoup plus grande qu'à peu près une grande partie des salles pour lesquelles ces concertos-là étaient destinés. Donc, on est déjà dans le compromis. Alors, c'est une espèce de dogmatisme de dire faut faire revivre exactement cette musique-là avec les sons d'origine. Moi, vous l'avez dit, je dirige un orchestre baroque. Ben, c'est ce qu'on fait à Rion le plus possible. Si je suis invité à faire ce répertoire-là à l'Orchestre de Laval, ce que je veux, c'est que ça emballe les musiciens et musiciennes de l'orchestre, puis que le public reçoive pleinement le plaisir, l'énergie, le choc émotif et surtout toute l'éloquence de ce répertoire-là. Oui. Une musique avec beaucoup d'éloquence. Vous avez été également assez éloquent dans vos explications, Mathieu Lucier. Donc, c'est un rendez-vous pour le public de Laval, le public de l'OSL, le vendredi 31 janvier à 19h30 à la salle André Mathieu pour entendre leur orchestre interpréter le répertoire du 18e siècle de l'histoire de la musique. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Alexandre.